Une flamme rouge éclatante entre dans le tribunal. Mais ce qui brûle n'est pas la justice, c'est la rage. Avant de plonger dans cette histoire, si elle vous touche, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si elle vous révolte, mettez un pouce bleu pour soutenir la vérité. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choquant vous attend. Dans l'antre imposante du tribunal judiciaire de Paris, où les murs de pierre semblent murmurer des secrets de pouvoir, Élodie Lumière, 34 ans, artiste d'origine nord-africaine, franchit les portes comme une flamme rougeoyante. Sa robe écarlate, audacieuse et provocante, défie l'atmosphère guindée du palais de justice. Chaque pas résonne comme un cri silencieux, un défi à l'ordre établi. Elle n'est pas là pour une simple audience, elle vient porter témoignage, inspirée par un post viral sur une femme immigrée, brutalisée par un policier. Élodie, connue pour ses fresques murales dénonçant l'injustice, transporte dans son sac une caméra miniature, prête à capturer la vérité brute. Mais ce qu'elle ignore, c'est que sa présence, son éclat, son refus de plier sous les regards scrutateurs, va déclencher une tempête. Les officiers de sécurité, tapis dans l'ombre, la fixent déjà comme une proie. Leur chef, Victor le Loup Moreau, un homme au sourire carnassier, murmure à son acolyte « Cette flamme, on va l'éteindre ». Une rage sourde bouillonne dans l'air, une injustice prête à exploser. Élodie n'est pas seulement une femme dans une robe rouge, elle est un symbole, un défi vivant à un système qui préfère le silence à la vérité. Sa caméra, cachée comme une arme secrète, est sur le point de transformer ce tribunal en champ de bataille pour la justice. Dans l'ombre des couloirs du tribunal judiciaire de Paris, où la lumière s'étouffe sous le poids des silences complices, Élodie Lumière avance, sa robe écarlate traînant derrière elle comme une traînée de feu. Chaque regard qu'elle croise dans le hall bondé, avocats pressés, greffiers blasés, gardes impassibles, semble vaciller, dérangé par cette présence qui refuse de s'effacer. Mais si Élodie est venue porter témoignage, elle ne s'attend pas à devenir la cible d'une machination aussi vile. Dans ce lieu où la justice devrait régner, une menace sourde se profile, prête à écraser quiconque ose défier l'ordre établi. Et c'est précisément ce qu'Élodie représente, un défi vivant, une flamme qui refuse de plier face à l'obscurité. Le hall du tribunal bourdonne d'une activité frénétique, un chaos organisé où les murmures se mêlent au cliquetis des talons sur le marbre. Les avocats, dossiers sous le bras, pianotent sur leur téléphone. Les gardes, postés près des portiques de sécurité, sirotent un café tiède en échangeant des plaisanteries. Mais au milieu de cette routine, Élodie attire l'attention comme une étoile dans une nuit sans lune. Sa robe rouge, choisie avec soin, n'est pas un simple vêtement. C'est une déclaration, un rappel de son identité, de son art, qui hurle la vérité dans les rues de Paris. Elle passe le portique de sécurité sans ciller, ignorant le bip inutile qui retentit, un prétexte, elle le sait, pour attirer les regards. Elle lève les bras, laisse l'agent passer la baguette et lui adresse un sourire à la fois poli et acéré, un sourire qui dit « Je suis ici et je ne partirai pas ». Mais dans l'ombre, deux paires d'yeux la fixent avec une intensité malsaine. Victor, le Loup Moreau, chef des officiers de sécurité, se tient adossé à un mur, son uniforme impeccablement repassé masquant à peine la brutalité qui se lit dans son regard. À 52 ans, il règne sur les coulisses du tribunal comme un prédateur sur son territoire. Son sourire, un rictus de loup, trahit une assurance forgée par des années d'impunité. À ses côtés, Antoine, l'ombre, Dubois, plus jeune, plus nerveux, tripote son talkie-walkie comme s'il cherchait une issue à une situation qu'il pressent déjà toxique. Ancien militaire, Antoine suit Victor par loyauté, mais ses yeux trahissent une hésitation, une fêlure dans son armure. Victor scrute Élodie comme un chasseur évalue sa proie. « Regarde-moi ça », murmure-t-il à Antoine, sa voix basse mais venimeuse. Une artiste de rue qui se prend pour une héroïne. Cette robe rouge, elle croit qu'elle peut mettre le feu ici ? Antoine jette un coup d'œil furtif, son visage crispé. Il marmonne un vague assentiment, mais son regard s'attarde sur Élodie, non pas avec la même avidité que Victor, mais avec une curiosité teintée de malaise. Quelque chose en elle, sa posture droite, son regard qui ne flanche pas, le déstabilise. Victor, lui, ne ressent que du mépris. Pour lui, Élodie n'est pas une personne, mais un symbole à briser, une femme qui ose exister sans demander la permission. Et dans ce tribunal, où le pouvoir se mesure à la capacité d'intimider, une telle audace est une insulte. Le Loup se redresse,
ses bottes claquant sur le sol comme un compte à rebours. On va lui montrer sa place, dit-il, un éclat cruel dans les yeux. Il fait un signe à Antoine, qui hésite une fraction de seconde avant de le suivre. Ensemble, ils s'approchent d'Élodie, qui s'est installée sur un banc, son sac posé à côté d'elle, les mains croisées sur ses genoux. Elle lit un carnet, ses notes griffonnées à l'encre noire, des esquisses de fresques futures peut-être, ou des mots pour canaliser la rage qu'elle sent monter face à l'injustice. Mais elle sent leur présence avant même qu'ils ne parlent, un instinct aiguisé par des années à naviguer dans des espaces hostiles. Victor s'arrête devant elle, son ombre projetée sur le carnet comme une tache d'encre. « Mademoiselle, dit-il, sa voix mielleuse mais lourde de menaces, ce secteur est réservé aux personnes impliquées dans les audiences. Si vous n'avez pas de raison officielle d'être ici, je vous suggère de partir. » Élodie lève les yeux lentement, son regard perçant croisant le sien sans vaciller. « Je suis ici pour observer, » répond-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « C'est un droit, non ?» Le sourire de Victor se crispe. Cette réponse, ce ton, cette assurance, tout en elle le défie, et il ne peut le tolérer. Antoine, mal à l'aise, jette un coup d'œil autour d'eux. Quelques passants les observent, mais personne n'intervient. Dans ce tribunal, l'autorité de Victor est rarement contestée. Pourtant, quelque chose dans la posture d'Élodie, ses épaules droites, son menton légèrement relevé, fait naître un doute en lui. Victor, lui, n'a aucun doute. Il se penche légèrement, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure menaçant. « Vous jouez avec le feu, mademoiselle. Et ici, on n'aime pas les pyromanes. » Il fait un geste brusque, comme pour saisir son sac, mais Élodie l'intercepte d'un mouvement rapide, posant sa main sur la lanière. « Touchez ça, dit-elle, les dents serrées, et vous regretterez d'avoir croisé mon chemin. » La tension entre eux est palpable, un fil prêt à rompre. Victor recule d'un pas, mais ses yeux brillent d'une rage froide. « Vérifiez-la, » ordonne-t-il à Antoine, son ton ne laissant aucune place à la discussion. On va voir si cette flamme est aussi intouchable qu'elle le croit. Antoine hésite, ses mains tremblant légèrement, mais il obéit, conscient que refuser reviendrait à se dresser contre Victor, une perspective terrifiante. Élodie se lève, sa robe rouge captant la lumière comme un défi ultime. Elle sait que ce n'est pas une simple fouille. C'est une tentative de l'humilier, de la réduire au silence. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Élodie n'est pas venue sans armes. Dans son sac, la caméra miniature continue de tourner, et dans son cœur, une rage incandescente s'apprête à tout consumer. Cette confrontation n'est que le début. Victor et Antoine pensent avoir le contrôle, mais ils viennent de sous-estimer une femme dont la colère, forgée dans les injustices du passé, est plus puissante que leurs menaces. Élodie Lumière n'est pas seulement une spectatrice dans ce tribunal. Elle est une force prête à faire voler en éclats les silences complices qui protègent toi les abuseurs. Et tandis qu'il l'entraîne vers un couloir sombre, loin des regards, la rage qui bouillonne en elle n'est plus seulement la sienne. C'est celle de toutes celles qui, avant elle, ont été réduites au silence dans ces murs. Sous les néons vacillants d'un couloir souterrain du tribunal judiciaire de Paris, où l'air est lourd d'une menace silencieuse, Élodie Lumière est poussée vers une salle d'inspection isolée, sa robe écarlate comme une blessure vive dans la pénombre. Le claquement des bottes de Victor le Loup, Moreau et d'Antoine l'Ombre, Dubois résonne derrière elle, un rythme oppressant qui semble sceller son sort. Après l'affrontement tendu dans le hall, où Élodie a tenu tête avec une audace qui a fait trembler l'autorité de Victor, ce dernier est déterminé à briser son éclat. Ce n'est plus une simple fouille, c'est une chasse, un rituel d'humiliation orchestré pour éteindre la flamme qu'elle incarne. Mais dans l'obscurité de cette salle, une rage plus puissante encore s'apprête à jaillir, prête à consumer ceux qui croient pouvoir la dompter. La porte métallique de la salle se referme avec un claquement sourd, comme un couperet. L'espace est exigu, éclairé par une unique lampe fluorescente qui grésille, projetant des ombres dansantes sur les murs nus. Une odeur de désinfectant rance flotte dans l'air, mêlée à celle du pouvoir abusif qui imprègne ces lieux. Victor se tient au centre, ses bras croisés, son regard de prédateur fixé sur Élodie. Antoine, posté près de la porte, semble vouloir disparaître dans l'ombre, ses mains crispées sur son talkie-walkie, son visage marqué par un conflit intérieur qu'il n'ose pas exprimer. Élodie, elle, reste droite, son sac serré contre elle, ses yeux défiant Victor sans un mot. Mais son cœur bat à tout rompre, non pas de peur, mais d'une colère qui monte,
Une tempête contenue prête à éclater. Victor s'avance, ses bottes grinçant sur le linoléum usé. « Alors, mademoiselle l'artiste, dit-il, sa voix basse et venimeuse, vous pensiez pouvoir entrer ici et faire votre petit spectacle ?» Il tire de sa ceinture un couteau de poche, un objet personnel qu'il brandit avec une nonchalance calculée. La lame brille sous la lumière, un avertissement silencieux. « Cette robe rouge, poursuit-il, en approchant la pointe du couteau du tissu, c'est une provocation. Et ici, on ne tolère pas les provocations. » D'un geste brusque, il accroche l'ourlet de la robe, déchirant un pan du tissu avec un crissement qui déchire le silence. Élodie tressaille, mais ne recule pas. Ses doigts se crispent sur son sac, où la caméra miniature continue de tourner, capturant chaque seconde de cette infamie. Antoine détourne les yeux, son souffle court. Il sait que Victor va trop loin, que ce n'est plus une simple intimidation. « Victor », murmure-t-il, presque inaudible. « C'est assez… » Mais Victor l'ignore, son rire rauque emplissant la pièce. « Assez ?» rétorque-t-il, se tournant vers Élodie. « Elle voulait jouer avec le feu, non ? Voyons ce qu'il y a sous cette arrogance. » Il s'approche encore, son souffle chaud effleurant le visage d'Élodie, et murmure. « Personne ne te croira, petite flamme. Ici, je suis la loi. » Ces mots, chargés de mépris, sont comme une gifle, mais Élodie ne scille pas. Sa rage, aiguisée par des années d'injustice, se cristallise en une détermination froide. Elle fixe Victor droit dans les yeux et, d'une voix basse mais tranchante, répond « Vous vous trompez. La loi, c'est ce qui vous détruira. » Ce défi inattendu fait vaciller Victor, ne serait-ce qu'un instant. Il recule, son couteau toujours en main, mais son assurance semble ébranlée. Élodie, elle, reste immobile, son regard brûlant d'une colère qui transcende la peur. Dans un geste audacieux, elle laisse tomber son écharpe sur le sol, révélant un micro-cravate miniature fixé à son col, un dispositif qu'elle avait préparé en prévision d'un tel danger. Le micro, relié à son téléphone, enregistre non seulement le son, mais transmet en temps réel à un contact extérieur, une amie journaliste qui suit l'affaire à distance. Cette précaution, née de son expérience d'activiste, transforme la salle d'inspection en un piège pour Victor, bien qu'il l'ignore encore. Antoine, lui, perçoit le changement dans l'air. Il voit la lueur dans les yeux d'Élodie, une lueur qui n'est pas celle d'une victime, mais d'une combattante. Ses mains tremblent, son silence devenant de plus en plus insupportable. « Victor, arrête !» dit-il, plus fort cette fois, mais Victor le foudroie du regard. « Tais-toi à l'ombre, ou tu tomberas avec moi. » Ces mots scellent le fossé entre eux. Antoine recule contre la porte, son visage blême, tandis que Victor reporte son attention sur Élodie. « Tu crois que tu peux me défier ?» grogne-t-il, levant le couteau comme pour l'intimider davantage. Mais Élodie, d'un geste inattendu, attrape son poignet, stoppant la lame à quelques centimètres de son visage. « Essayez encore, siffle-t-elle, et ce sera la dernière chose que vous ferez ici. » Le silence qui suit est électrique, chargé d'une tension prête à exploser. Victor, pris de court par cette résistance, relâche son emprise, son couteau tombant au sol avec un tintement métallique. Élodie ramasse son sac, passe devant lui sans un regard et ouvre la porte d'un geste décidé. « On se reverra, » dit-elle, sa voix résonnant comme une promesse. Elle sort, laissant derrière elle un Victor désarçonné et un Antoine brisé par sa propre lâcheté. Mais dans ce couloir sombre, la rage d'Élodie ne s'éteint pas. Elle s'embrase, prête à réduire en cendres le système qui a permis à des hommes comme Victor de prospérer. La bataille ne fait que commencer, et elle porte en elle une arme plus puissante que n'importe quel couteau. La vérité, capturée, est prête à être dévoilée. Alors que la porte métallique de la salle d'inspection se referme derrière Élodie Lumière, laissant l'écho du couteau de Victor Leloup, Moreau résonner sur le sol, elle marche dans le couloir sombre du tribunal judiciaire de Paris, sa robe écarlate déchirée, mais sa détermination intacte. Chaque pas qu'elle fait, malgré la rage qui brûle dans ses veines, est mesuré, comme si elle portait non seulement son propre combat, mais celui de toutes les voix réduites au silence dans ses murs. L'humiliation qu'elle vient de subir n'est pas une défaite, mais un carburant pour une révolte qu'elle prépare en secret. La caméra miniature dans son col et le micro-cravate qu'elle a activé ont capturé chaque mot, chaque menace de Victor,
Et elle sait que ces enregistrements sont une arme prête à faire tomber ceux qui se croient au-dessus de la loi. Dans ce tribunal où l'injustice se cache sous des uniformes impeccables, Élodie est sur le point de transformer sa colère en une vérité explosive. Revenue dans le hall principal, où la lumière du jour perce à peine à travers les hautes fenêtres, Élodie s'arrête un instant, son souffle court mais contrôlé. Les regards des passants, avocats, greffiers, visiteurs, glissent sur elle. Certains curieux, d'autres méprisants, notant le tissu déchiré de sa robe. Mais elle ne baisse pas les yeux. Elle serre son sac contre elle, sentant le poids de son téléphone, où les enregistrements sont déjà en train d'être téléchargés vers un serveur sécurisé, grâce à une application qu'elle utilise pour ses projets artistiques militants. Ce n'est pas seulement une précaution, c'est une stratégie, forgée par des années de lutte contre les injustices dans les rues de Paris. Elle sait que Victor et Antoine s'attendent à ce qu'elle s'effondre, qu'elle quitte le tribunal en silence, brisée. Mais Élodie n'est pas de celles qui se taisent. Elle s'assoit sur un banc, à l'endroit même où Victor l'a abordée pour la première fois. Sa main tremble légèrement, non pas de peur, mais d'une fureur qui menace de déborder. Elle ouvre son carnet, feignant de relire ses notes, mais en réalité, elle active une connexion sécurisée pour envoyer un message à son amie journaliste, Camille, qui attend à l'extérieur. « J'ai tout », tape-t-elle rapidement. « Prépare la diffusion. » Camille, une activiste des médias connue pour ses enquêtes percutantes, est prête à faire éclater l'affaire. Mais Élodie ne s'arrête pas là. Dans un geste audacieux, elle sort un petit carnet de croquis de son sac et commence à dessiner, à la vue de tous, une esquisse de Victor, son couteau à la main, son rictus cruel figé sur le papier. Ce dessin, qu'elle prévoit de transformer en fresque murale dans les rues de Belleville, est sa première contre-attaque, un moyen de canaliser sa rage en art. Soudain, Victor réapparaît dans le hall, suivi d'Antoine, dont le visage est blême, presque fantomatique. Victor s'approche, son assurance retrouvée, croyant avoir intimidé Élodie. « Tu es encore là ?» lance-t-il, sa voix dégoulinante de mépris. « Tu devrais rentrer chez toi, petite flamme. Ce n'est pas un endroit pour toi. » Élodie lève les yeux de son carnet, son regard perçant comme une lame. « Et vous ?» répond-elle, sa voix basse mais vibrante de colère. « Vous devriez vous préparer à répondre de vos actes. » Elle referme son carnet d'un geste sec, révélant le croquis de Victor qu'elle tourne vers lui. Le dessin, brut et accusateur, le montre tel qu'il est. Un prédateur en uniforme. Victor blêmit, ses poings se serrant, mais il ne peut répliquer sans attirer davantage l'attention. À cet instant, un détail inattendu intensifie la tension. Une jeune femme, spectatrice dans le hall, reconnaît Élodie. C'est Amina, une étudiante en droit qui suit ses fresques sur les réseaux sociaux. Sans un mot, elle sort son téléphone et commence à filmer la scène, discrètement, capturant l'échange entre Élodie et Victor. La vidéo, qu'elle diffuse en direct sur une plateforme militante, commence à attirer l'attention en ligne, les commentaires affluents. « C'est elle, l'artiste de Belleville. Regardez cet officier, il la menace. » Élodie, ignorant encore cette diffusion, sent la foule autour d'elle changer d'énergie. Les murmures s'amplifient, les regards deviennent plus insistants, non plus sur sa robe déchirée, mais sur son courage. Victor, sentant la situation lui échapper, tente une dernière intimidation. Il s'approche, trop près, et murmure « Tu crois que tes petits dessins vont changer quelque chose ? Personne ne te prendra au sérieux. » Mais Élodie, sa rage désormais un brasier, se lève, le dominant malgré sa taille. « Vous vous trompez, dit-elle, sa voix résonnant comme un verdict. « Ce n'est pas moi que vous devriez craindre, c'est la vérité que je porte. » Elle glisse son carnet dans son sac, où la caméra continue de tourner, et s'éloigne vers la salle d'audience, prête à porter son combat au cœur du tribunal. Antoine, resté en arrière, baisse les yeux, sa culpabilité devenant insupportable. Il sait que Victor l'a entraîné dans une erreur irréparable, et la vue du croquis d'Élodie, diffusé par Amina sur les réseaux, commence à hanter ses pensées. Dans ce hall, où les silences complices ont toujours régné, une fissure s'ouvre. Élodie n'est plus seule. Sa colère, capturée par la caméra et amplifiée par la foule naissante, devient une arme collective. Chaque pas qu'elle fait vers la salle d'audience est un pas vers la révélation, un pas vers la destruction d'un système qui a trop longtemps protégé des hommes comme Victor. La vérité, qu'elle porte comme une torche, est sur le point d'embraser le tribunal tout entier. Alors qu'Élodie Lumière traverse le hall du tribunal judiciaire de Paris,
sa robe écarlate déchirée mais son regard incandescent, elle porte en elle une vérité prête à faire trembler les murs de ce sanctuaire d'injustice. Chaque pas vers la salle d'audience est un défi, une déclaration silencieuse que sa rage ne sera pas étouffée. Après avoir affronté Victor, le loup, Moreau et Antoine, l'ombre, Dubois dans un couloir où l'humiliation était leur arme, Élodie a transformé leur agression en une arme plus puissante encore. Un enregistrement, un croquis accusateur et une détermination qui brûle plus fort que jamais. À présent, dans la lumière crue de la salle d'audience, elle s'apprête à faire éclater cette vérité, non pas avec des cris, mais avec une précision qui tranche comme une lame. Le tribunal, ce lieu censé incarner la justice, va devenir le théâtre d'un affrontement où la colère d'une femme va ébranler un système corrompu. La salle d'audience est pleine, un mélange de murmures étouffés et de tensions palpables. Les avocats ajustent leur dossier, le juge, un homme aux cheveux gris et au regard fatigué, feuillette ses notes. Les spectateurs, certains venus pour l'affaire principale, d'autres attirés par le tumulte grandissant à l'extérieur, s'agitent sur leurs bancs. Élodie entre, sa robe déchirée attirant les regards comme un drapeau en temps de guerre. Mais elle ne s'assied pas dans l'ombre, comme elle l'avait prévu initialement. Au lieu de cela, elle s'avance vers le centre de la salle, son carnet à la main, son téléphone dans l'autre, où l'enregistrement de Victor continue de pulser comme une bombe à retardement. Elle lève la main, interrompant le brouhaha. « Monsieur le juge, dit-elle, sa voix claire et vibrante de colère contenue. Avant que cette audience ne commence, je demande à m'exprimer. » Le juge fronce les sourcils, surpris par cette intrusion, mais quelque chose dans le regard d'Élodie, une force brute, une rage qui semble illuminer la salle, le pousse à acquiescer. « Vous avez 2 minutes, dit-il, sa voix teintée de curiosité. Élodie ne perd pas de temps. Elle branche son téléphone à un haut-parleur portatif qu'elle sort de son sac, un outil qu'elle utilise pour ses performances artistiques dans la rue, et appuie sur lecture. La voix de Victor remplit la salle, rauque et menaçante. « Cette robe rouge, c'est une provocation. Personne ne te croira, petite flamme. » Le crissement du tissu déchiré suit, puis le cliquetis du couteau tombant au sol. Chaque mot, chaque son est une gifle pour l'assemblée. Le silence qui suit est si lourd qu'il semble étouffer les respirations. Même le juge, habitué au drame judiciaire, se fige, ses mains crispées sur son pupitre. Victor, qui se tient près de l'entrée de la salle avec Antoine, blêmit. Il tente de s'avancer, son visage tordu par la panique. « C'est illégal !» hurle-t-il, sa voix brisant le silence. Cet enregistrement est sans consentement, hors contexte. Mais ces mots sonnent creux, désespérés. Antoine, lui, baisse la tête, ses épaules voûtées comme s'il portait le poids de sa propre lâcheté. Les spectateurs, d'abord choqués, commencent à murmurer. Une femme dans la foule, une avocate à la retraite nommée Claire Dupont, se lève soudain. « J'ai entendu cette voix, dit-elle, pointant Victor. Il m'a menacé il y a 3 ans, dans ce même tribunal. J'ai gardé le silence, mais plus maintenant. » Sa voix tremble, mais son courage fait vibrer la salle. Dans un rebondissement inattendu, Amina, l'étudiante en droit qui filmait dans le hall, entre précipitamment, son téléphone à la main. « Monsieur le juge, regardez ça !» lance-t-elle, projetant sur un écran de fortune, un projecteur utilisé pour les présentations judiciaires, la vidéo qu'elle a diffusée en direct. Les images montrent Victor s'approchant d'Élodie, son rictus cruel, et l'échange tendu avant qu'elle ne soit emmenée. La foule s'agite, des cris étouffés jaillissent. Sur les réseaux sociaux, la vidéo d'Amina explose, les hashtags « Justice pour Élodie » et « Abo brûle le silence » devenant viraux. Des manifestants à l'extérieur, alertés par la diffusion, commencent à scander le nom d'Élodie, leur voix filtrant à travers les fenêtres épaisses du tribunal. Élodie, debout au centre, ne cherche pas les applaudissements. Elle fixe le juge, sa voix désormais un mélange de rage et de clarté. « Il y a 7 minutes, dans votre tribunal, cet homme a tenté de m'humilier, de me réduire au silence. Il n'y avait pas de femme officier, pas de protocole, juste du pouvoir et une volonté de briser. » Elle brandit son carnet, où le croquis de Victor, dessiné à la hâte, semble hurler la vérité. Je demande que cet incident soit consigné officiellement, sous serment. Le juge, dont le visage s'est durci, hoche la tête lentement.
Cela sera fait, dit-il, sa voix résonnant comme un premier pas vers la justice. Victor tente une dernière défense, s'approchant du pupitre du juge, son uniforme soudain trop grand pour lui. C'est une mise en scène, crache-t-il, mais personne ne l'écoute. Antoine, lui, s'effondre sur un banc, les mains sur le visage, murmurant « J'aurais dû arrêter ça ». La salle, autrefois un lieu de silence complice, vibre désormais d'une énergie nouvelle, celle d'une colère collective qui refuse de se taire. Élodie, immobile, sent sa rage se transformer en quelque chose de plus grand. Une force qui ne se contente pas de survivre, mais qui exige réparation. La vérité qu'elle a capturée n'est plus seulement la sienne. Elle appartient désormais à tous ceux qui, dans cette salle, ont vu la justice vaciller et ont décidé de se lever. Dans la salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris, où la vérité d'Élodie Lumière a éclaté comme une grenade, les échos de la voix menaçante de Victor Leloup-Moreau résonnent encore, gravés dans les esprits des spectateurs. Après que l'enregistrement accablant et la vidéo virale d'Amina ont exposé l'abus de pouvoir dans toute sa laideur, la salle vibre d'une colère collective, un grondement sourd qui menace de faire s'effondrer les murs de ce sanctuaire d'hypocrisie. Élodie, debout au centre, sa robe écarlate déchirée mais son regard inébranlable, n'est plus seulement une femme défiant un officier corrompu, elle est devenue le catalyseur d'une révolte qui s'étend bien au-delà de ses murs. Alors que Victor tente vainement de nier l'évidence et qu'Antoine s'enfonce dans un silence coupable, l'onde de choc de cette révélation commence à fissurer le système, libérant des voix longtemps étouffées et attisant une rage prête à tout balayer. À l'extérieur du tribunal, la foule des manifestants grossit, leurs pancartes brandissant des slogans comme « Brûle le silence » et des reproductions du croquis d'Élodie où Victor est dépeint comme un loup au croc ensanglanté. À l'intérieur, l'atmosphère est électrique, chaque regard, chaque souffle chargé d'une tension prête à exploser. Élodie retourne à sa place, son carnet toujours en main, mais elle ne s'assied pas. Elle reste debout, un phare au milieu de la tempête, observant la salle comme si elle voyait déjà les dominos tomber. Les murmures des spectateurs se transforment en un bourdonnement, puis en exclamations étouffées lorsque Sophie Laurent, une greffière discrète qui travaille dans l'ombre du tribunal depuis 10 ans, se lève soudain. Ses mains tremblent, mais sa voix porte, brisant le silence. « Cet homme, dit-elle, pointant Victor, m'a harcelé il y a 5 ans, dans une salle comme celle-ci. J'ai eu peur, j'ai gardé le silence. Mais aujourd'hui, je ne me tairai plus. » La déclaration de Sophie agit comme une étincelle dans une poudrière. Un autre spectateur, un jeune avocat stagiaire nommé Lucas Martin, se lève à son tour. « J'ai vu Victor intimider des témoins dans les couloirs, avoue-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. On m'a dit de fermer les yeux, que c'était comme ça que ça marche, mais ça suffit. Chaque témoignage est un coup de bélier contre la forteresse d'impunité que Victor a construite. Les réseaux sociaux, alimentés par la diffusion en direct d'Amina, s'enflamment. Des captures d'écran du croquis d'Élodie circulent, accompagnés de récits anonymes de victimes d'abus similaires dans d'autres tribunaux parisiens. La colère ne se limite plus à la salle. Elle devient un mouvement, une vague déferlante qui menace d'engloutir ceux qui ont prospéré dans l'ombre. Dans un rebondissement audacieux, un détail technique amplifie le scandale. Amina, en fouillant les métadonnées de sa vidéo, découvre que le système de sécurité du tribunal, censé être désactivé dans certaines zones, a capturé des images du couloir menant à la salle d'inspection. Elle transmet ces données à Camille, l'amie journaliste d'Élodie, qui les projette en direct sur un écran géant installé par les manifestants à l'extérieur. Les images granuleuses montrent Victor entraînant Élodie dans la salle, seule, sans officier féminin, tandis qu'Antoine reste à la porte, tête baissée. Cette preuve visuelle, combinée à l'enregistrement audio, est irréfutable. La foule dehors rugit, scandant le nom d'Élodie, leur voix pénétrant dans la salle comme un verdict populaire. Antoine, accablé par la honte, s'effondre sur un banc, incapable de supporter le poids des regards accusateurs. Dans un geste désespéré, il sort son téléphone et envoie un message anonyme à Camille, contenant un fichier audio qu'il avait secrètement enregistré lors d'une conversation antérieure avec Victor. Dans cet enregistrement, Victor se vante d'avoir brisé d'autres femmes dans le tribunal, riant de leur impuissance. Ce fichier, transmis à l'équipe juridique d'Élodie, devient la pièce manquante d'un puzzle accablant. Antoine, en trahissant Victor, ne cherche pas le pardon.
Il cherche à expier, même si c'est trop tard. Victor, lui, perd toute contenance. Il s'approche du juge, ses poings serrés, son visage rouge de fureur. « C'est un complot !» hurle-t-il, sa voix se brisant. « Cette femme, ces vidéos, c'est une attaque contre l'ordre. » Mais le juge, dont le regard s'est durci, l'interrompt d'un geste. « Asseyez-vous, monsieur Moreau », ordonne-t-il, sa voix froide comme l'acier. La salle explose en murmures, certains applaudissant spontanément, d'autres criant leur indignation. Élodie, immobile, observe Victor s'effondrer sous le poids de sa propre arrogance. Sa rage, désormais partagée par la foule, n'est plus seulement personnelle, elle est universelle, une force qui unit les voix brisées par des années de silence. Alors que la séance est suspendue, les manifestants dehors envahissent la place, leurs pancartes formant une mer de colère et d'espoir. Une fresque improvisée, peinte à la hâte sur un mur voisin, représente Élodie en robe rouge, tenant une torche face à un loup terrifié. Ce symbole, né de son courage, devient l'emblème d'un mouvement naissant. Dans la salle, Élodie ramasse son carnet où elle griffonne un dernier mot, « Justice ». Sa colère, loin de s'éteindre, s'est transformée en une flamme collective, prête à brûler les injustices enfouies dans ce tribunal et au-delà. Le combat est loin d'être fini, mais pour la première fois, la vérité ne se cache plus dans l'ombre. Alors que la salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris vibre encore de l'onde de choc provoquée par les révélations d'Élodie Lumière, la colère collective se propage comme un incendie menaçant d'engloutir les fondations d'un système corrompu. La voix de Victor, le loup, Moreau, capturé dans l'enregistrement d'Élodie, et les images diffusées par Amina ont transformé cette salle en un tribunal du peuple, où les silences complices s'effritent sous le poids de la vérité. Élodie, debout, sa robe rouge déchirée comme un étendard, incarne désormais plus qu'une victime. Elle est une force révolutionnaire, une flamme qui éclaire les coins sombres de l'injustice. À l'extérieur, les cris des manifestants perçant les murs, tandis qu'à l'intérieur, les témoignages de Sophie et Lucas, amplifiés par la vidéo virale, ont ouvert une brèche irréparable. Mais ce n'est que le début. Une tempête plus grande encore s'annonce, portée par une figure d'autorité et une communauté prête à se battre pour que justice soit faite. Dans l'ombre des couloirs, une silhouette imposante fait son entrée, sans fanfare ni caméra, mais avec une présence qui fait taire les murmures. Isabelle Beaumont, ancienne avocate des droits civiques et désormais membre influente du Conseil supérieur de la magistrature, avance d'un pas mesuré, son tailleur noir aussi tranchant que son regard. Elle a été alertée par Camille, l'amie journaliste d'Élodie, qui lui a transmis l'enregistrement et les images du couloir en temps réel. Isabelle, dont le nom évoque une justice inflexible, n'est pas là pour négocier. Elle s'arrête au centre de la salle, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur Victor et Antoine. « Messieurs, dit-elle, sa voix grave résonnant comme un verdict. À compter de cet instant, Victor Moreau et Antoine Dubois sont suspendus de leurs fonctions. Une enquête immédiate est ouverte sous l'autorité du Conseil. » Les mots, prononcés sans colère mais avec une froideur implacable, tombent comme une sentence. Victor, acculé, tente de se défendre. « Vous n'avez pas le pouvoir ici », crache-t-il, son visage rouge de fureur. Mais Isabelle le coupe d'un regard qui semble percer son âme. « Le pouvoir, répond-elle, appartient à la vérité, pas à ceux qui la piétinent. » Elle fait signe à un officier de la police judiciaire qui s'avance pour escorter Victor et Antoine hors de la salle. Victor se débat, criant des menaces incohérentes. « Vous regretterez ça, j'ai des appuis !» Mais ces mots se noient dans le brouhaha des spectateurs, dont certains scandent « Justice !» spontanément. Antoine, lui, suit en silence, ses yeux fixés au sol, comme un homme déjà condamné par sa propre conscience. Isabelle se tourne alors vers le juge, sa voix toujours mesurée. Tous les enregistrements de sécurité, les journaux d'accès et les témoignages seront préservés. Une commission civile indépendante examinera chaque détail. Le rapport me parviendra directement. Personne n'ose contester. Dans un rebondissement inattendu, un détail amplifie la portée de l'affaire. Camille, depuis son bureau de presse à l'extérieur, révèle que l'enregistrement d'Antoine, envoyé anonymement, contient des références à un réseau plus large d'abus au sein du tribunal. Ces confessions, bien que vagues, mentionnent des officiers supérieurs ayant couvert des actes similaires par le passé. Cette révélation, diffusée en direct par les médias, déclenche une vague de réactions sur les réseaux sociaux,
avec des hashtags comme #brûle le système devenant viraux. Les manifestants, désormais rejoints par des associations de défense des droits humains, bloquent la place devant le tribunal, exigeant une réforme immédiate. Une banderole géante, peinte à la hâte, montre Élodie en robe rouge, tenant une torche face à un tribunal en flammes. Alors que Victor et Antoine sont conduits hors de la salle, menottes au poignet, le tribunal judiciaire de Paris n'est plus le même. Il est devenu un champ de bataille où la vérité d'Élodie a allumé un feu inextinguible. Quelques semaines plus tard, l'audience finale a lieu dans une atmosphère transformée. Les bancs sont pleins, non pas de spectateurs passifs, mais de citoyens, d'activistes et de survivants d'abus venus soutenir Élodie. La procureure, Amélie Dubois, une femme noire aux cheveux courts et au regard acéré, prend la parole avec une autorité qui rappelle les combats d'Isabelle. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme, dit-elle. C'est celle d'un système qui a trop longtemps protégé ses bourreaux. Victor est condamné à 12 ans de prison ferme pour abus de pouvoir et agression. Antoine, ayant coopéré, reçoit une peine suspendue, mais est banni à vie des fonctions publiques. L'impact dépasse le verdict. Isabelle signe un décret réformant la sécurité des tribunaux parisiens, instaurant des commissions civiles, des caméras obligatoires dans toutes les zones d'inspection et un système de plaintes anonymes. Plus de 50 dossiers d'abus, autrefois classés sans suite, sont rouverts. Et des victimes, inspirées par Élodie, commencent à parler. Une ancienne employée de ménage, une interprète, même un ancien gardien confesse des années de silence face à des abus similaires. À l'extérieur, le mouvement grandit. Des universités organisent des débats sur la responsabilité institutionnelle, des églises accueillent des cercles de parole pour les victimes. Une fresque murale, peinte par des artistes anonymes à Montmartre, montre Élodie en rouge, entourée de flammes, avec l'inscription « La vérité brûle plus fort que le silence ». Élodie, elle, reste discrète. Elle ne donne pas d'interview, ne signe pas de contrat pour raconter son histoire. Un matin, elle retourne au tribunal, vêtue d'un simple pull gris, et s'assoit sur le banc où tout a commencé. Une fillette, tenant un dessin maladroit d'une femme en robe rouge tenant une torche, s'approche timidement. « Merci », murmure-t-elle. « Vous avez rendu cet endroit moins effrayant. » Élodie sourit, plie le dessin avec soin et répond « Merci, tu as dessiné l'espoir. » En se levant, elle regarde le hall, désormais surveillé par des caméras visibles. La rage qu'il a portée s'est transformée en quelque chose de plus grand, une justice qui ne demande plus la permission d'exister. Alors qu'elle s'éloigne, les murs du tribunal semblent vibrer d'une nouvelle énergie, celle d'un monde où le silence n'a plus sa place.